Je passe la parole à Corentin Orsini, co-auteur de Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec. Il a été journaliste, capital risqueur et entrepreneur. Il participe aujourd'hui au développement de Soon 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 et enseigne la stratégie et l'entrepreneuriat dans des écoles de commerce. Il est convaincu que la flexibilité maximale est la meilleure chose qui puisse s'appliquer à la vie professionnelle, aussi bien qu'à la vie personnelle. Il nous vient de France, de Lille. Il a fait le déplacement spécialement. Merci de l'accueillir chaleureusement, Corentin Orsini. Merci Claire et merci donc pour l'invitation et merci d'être venus aujourd'hui nombreux. Alors effectivement nous chez Soon 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 on est une petite agence de conseil en innovation et on voit passer un certain nombre d'innovations tout au long de l'année puisqu'on a une communauté de 1500 personnes qui nous envoient en permanence des innovations et on constitue une base de données donc on a un petit peu un œil comme ça sur tous ces signaux faibles que l'on voit dans une quinzaine de pays où nos membres de notre communauté sont. Et donc ici, j'ai essayé de simplement reprendre des éléments que l'on a vu passer ces derniers temps sur ces thématiques du coworking et de la créativité et de réenchanter le travail avec une première photo qui doit vous questionner. Et on y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation. Vous verrez qu'en fait, il ne s'agit pas que d'une photo d'illustration. Alors, qui a envie aujourd'hui de travailler dans un bureau comme ça? Moi, non, personnellement. Et j'espère que personne ne travaille ici dans un bureau qui ressemble à ça. Est-ce que quelqu'un travaille ici dans un bureau qui ressemble à ça? Oui? J'espère pour vous que non. Aujourd'hui, on a plutôt envie de travailler dans des lieux beaucoup plus inspirants, comme ici. Hein. C'est des photos un peu glanées sur Internet d'espaces de coworking, d'incubateurs, un peu partout sur la planète, donc qui ont éclos ces dernières années. Donc clairement, ici, on sent qu'on va pouvoir mieux exprimer peut-être sa créativité que dans la première photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 10 dernières années, le nombre d'espaces de coworking et d'incubateurs, on les appelle comme on veut, a vraiment connu une accélération incroyable, une hausse énorme, puisque en 2005, donc il y a une dizaine d'années, on en comptait deux ou trois par pays. Il y en avait un par exemple à San Francisco, il y en avait un ou deux à New York, il y en avait un à Paris. Et puis aujourd'hui, si on fait le compte, il y en a plus d'une cinquantaine en Suisse, il y en a plus de 300 en France et il y en a plus de 1000 aux États-Unis. Et encore, je suis sûr qu'on en oublie pas mal quand on fait ce décompte-là. Donc clairement, c'est quelque chose qui a véritablement explosé et quand vous rencontrez aujourd'hui quelqu'un de la génération Y, il vous dit que il n'envisage pas de travailler dans un cadre qui est différent de celui d'un espace de coworking et c'est plutôt son souhait. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette société américaine qui s'appelle WeWork. Qui connaît WeWork ici? Oui, à peu près peut-être un tiers ou un quart de la salle. WeWork, donc c'est une fameuse licorne, comme on les appelle, ces entreprises américaines qui sont valorisées plus de 10 milliards de dollars et qui ont cru à vitesse grand V ces dernières années. WeWork, en fait, ouvre des espaces de coworking un peu partout dans le monde. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, ils sont présents dans une vingtaine ou une trentaine de villes aux US et ils arrivent en Europe. Alors, ils sont déjà implantés dans certains pays, aux Pays-Bas, ils arrivent en France, ils ont déjà ouvert à Londres. Et donc, c'est vraiment le nouveau, le degré 2, le niveau 2 pardon, des espaces de coworking, puisqu'on va trouver ici tout un tas de services mutualisés. Évidemment, la décoration et les espaces eux-mêmes vont être inspirants et vont être créatifs, mais en plus de ça, eh bien, on va pouvoir louer à la journée un espace, on va pouvoir louer à la semaine, au mois, on va pouvoir prendre des services ou ne pas les prendre, on va pouvoir souscrire un abonnement ou être de passage ou simplement être abonné à ce service et puis le mois de février travailler à New York et puis au mois de mars on va être en déplacement en Europe et on va pouvoir accéder au même type d'espace de coworking de WeWork dans une autre ville. Donc c'est en fait un phénomène qui est intéressant parce qu'il se développe en réseau et il établit une sorte de standard sur le marché du coworking. Et puis récemment, WeWork, il y a quelques mois, a lancé un concept qui s'appelle WeLive. Donc ils sont allés encore un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est de ne pas simplement travailler ensemble, c'est carrément de vivre ensemble.
Et donc l'idée ici, c'est d'appliquer tous ces mêmes services mutualisés et ces mêmes espaces de coworking en fait, aux espaces de vie. Donc ici, je choisis telle semaine d'habiter à Madrid et d'avoir des services mutualisés, d'avoir aussi un espace de travail mutualisé, mais le mois d'après, je déménage et puis je vais vivre dans une autre ville dans le monde qui propose ce système de We Live avec des services mutualisés comme par exemple une blanchisserie et des services de catering, etc. Et donc c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces nouveaux modes de travail ont inspiré carrément des nouveaux modes de vie. Alors on a même un exemple encore un peu plus extrême qui est ici le Airbnb des bureaux. L'idée en fait c'est de transformer son chez-soi en bureau quand on ne l'occupe pas. Évidemment, la journée, en général, on est au bureau et donc son logement est libre. Et là, je ne vais pas le louer comme résidence de tourisme comme je le ferais sur Airbnb, mais je vais le louer comme bureau à quelqu'un qui va être peut-être de passage dans la ville et qui aura besoin d'un bureau pour la journée. Donc ça s'appelle Office Rider et ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce mix, ce mélange des univers entre l'univers de travail et l'univers de vie qui ont tendance à se confondre de plus en plus. Ici, on a un exemple qui va encore un petit peu plus loin, qui est différent, qui est décalé, mais qui est symptomatique de ce qui se passe au bout de 10 ans d'existence de ces espaces de coworking. On est en train de passer à une nouvelle étape. Ici, c'est Wilddesk, un entrepreneur qui a eu une idée donc, il y a quelques mois et qui a en fait réhabilité une caravane comme espace de travail. Et cette caravane, il est capable de la positionner dans des endroits comme en plein milieu de la campagne. Et donc, si vous avez envie un jour, une semaine, une journée, un mois, d'aller vous aérer, d'aller travailler à la campagne avec toutes les connexions Internet qu'il faut, etc., et dont vous avez besoin pour votre travail, eh bien, vous pouvez faire appel à cet entrepreneur qui va vous installer cette caravane dans l'endroit soit que vous aurez choisi, ça c'est la deuxième étape, ce qu'il va faire à partir de l'année prochaine. Et aujourd'hui, ce sont des endroits qu'il a négociés, un peu comme un food truck qui va venir s'installer avec l'autorisation de la mairie. Ici, la première opération a lieu à Paris, la deuxième aura lieu à 1 heure de Paris à Chantilly. Et puis l'idée, c'est ensuite de faire ça un petit peu partout. C'est une tendance qu'on voit émerger un petit peu partout, puisque on a cet exemple-là d'une société une start-up qui s'appelle Morning, donc, qui s'appelait Payname, donc qui a changé de nom. C'est une start-up de la fintech, donc de toutes ces start-up technologiques qui s'attaquent entre guillemets au secteur de la finance. Donc cette société, cette startup Morning, après avoir levé 5 millions d'euros auprès de capitaux risqueurs, a décidé d'installer toutes ses équipes à la campagne. Donc ils étaient dans la ville de Toulouse, ils sont partis à 50 km de la ville de Toulouse et ils se sont arrangés bien évidemment pour faire la place belle au covoiturage entre les gens qui vont venir qui préfèrent peut-être habiter dans la ville mais venir travailler tous les jours ici à la campagne. Donc on est assez isolé et l'idée c'est d'aller entre guillemets repeupler les campagnes, c'est-à-dire aller dynamiser des endroits qui ne l'étaient plus forcément ces dernières années. On a aussi un phénomène qui va dans le même sens. Vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène des start-up villas. Qui a entendu parler des start-up villas? Oui. Donc on en a vu quelques-unes éclore ces dernières années. Il y en a plusieurs même à Bali, une aux Canaries, une au Maroc, qui ouvrent. Et l'idée de ces startup villas, c'est en fait de mixer un peu tout ce qu'on a vu juste avant, le WeWork, le WeLive, etc. Vous êtes entrepreneur ou vous êtes salarié d'une grande entreprise et puis vous dites, moi, pendant une semaine, j'ai envie pas de vacances, mais j'ai envie de me changer l'esprit, d'aller prendre l'air, mais tout en continuant à bosser. Et donc, c'est toute cette ère de digital nomades, comme on les appelle, donc les entrepreneurs numériques nomades, les nouveaux nomades, qui vont aller, l'espace d'une semaine ou d'un mois, s'installer dans des sortes de villas avec tout un tas de services, et puis qui vont peut-être profiter du lieu pour aller faire du surf, par exemple, et puis qui vont mêler les loisirs et le travail. Donc, ces concepts de start-up villa qui font un carton dans un certain nombre de pays.
Donc un nouveau mode de vie dont on parlait, donc les digital nomades à l'instant. Nous, chez Sun Sun Sun, on en est l'exemple parfait puisque notre community manager habite au Cambodge aujourd'hui. Il y a 6 mois, il habitait en Équateur et 6 mois avant, il habitait à Montréal. Donc vous voyez qu'on est en plein dans le... Enfin, on ne fait pas que raconter ce qu'on voit passer, on le vit aussi, nous, au jour le jour. On est assez mobile nous-mêmes. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution de tous ces modes de travail et notamment l'évolution du taux d'actifs qui se mettent en travailleurs indépendants, qui se mettent au freelancing. Le freelancing est un serious business puisque près de 40% des actifs aux États-Unis aujourd'hui sont des travailleurs indépendants. 40% des actifs sont des travailleurs indépendants, des freelances. Alors en Europe, on est encore loin de ces chiffres-là. On est plutôt aux alentours de 10-15%, mais on voit une certaine évolution, une certaine croissance des mentalités concernant le freelancing, et notamment chez les travailleurs qui sont le plus, disons, qui sont dans le rapport de force avec l'employeur, qui sont le plus haut. Autrement dit, les développeurs informatiques aujourd'hui, c'est eux qui imposent en fait leurs conditions aux employeurs, hein, on est quand même en situation de rareté quand on est développeur aujourd'hui. Et donc on a le pouvoir et on voit bien que eux imposent beaucoup leurs conditions aux employeurs ces conditions-là, ça va être évidemment, comme vous l'avez cité juste avant, la flexibilité en termes d'horaire, la flexibilité en termes de lieu de travail, etc. On a aussi ce phénomène qui nous touche de plus en plus, qui est le phénomène des slashers. Les slashers, ce sont ces gens qui ont plusieurs activités et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles. Alors on connaît les gens qui sont à la fois professeurs et puis auteurs, ça c'est assez classique, mais on peut avoir des gens qui sont la journée comptable et le soir DJ. Et on voit de plus en plus émerger ces profils de slashers dans la génération Y. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que c'est pas subi. C'est pas pour joindre les deux bouts, il faut que je cumule 2 ou 3 jobs, c'est choisi. J'ai envie d'avoir plusieurs casquettes, j'ai envie de faire plusieurs activités et je ne veux pas me réduire à une seule activité dans ma vie. Et là, je vais en faire 1, 2, 3, 4. Après, c'est infini, c'est fonction un peu du temps qui est restreint. Donc tout ça pour arriver à tous ces concepts que vous avez certainement vu passer dans la presse, plus ou moins. Donc les concepts de l'entreprise libérée, vous avez certainement entendu parler de ce concept qui a touché aussi beaucoup au départ l'industrie. L'idée c'est d'abolir toute hiérarchie. Et donc ça a été utilisé dans une entreprise dans le sud de la France, la biscuiterie Poult, et puis une entreprise en Picardie. Puis maintenant c'est en train de prendre pas mal d'ampleur. Et en fait c'est le principe de l'holacratie, donc autrement dit la hiérarchie plate, l'organisation du travail plutôt plate. Et ça va évidemment de pair avec tout ce qu'on voit dans la Silicon Valley, notamment chez Zappos. Vous avez peut-être vu ce livre de Tony Hsieh, qui est le fondateur de Zappos, l'entreprise du bonheur, où il expose un peu tous ses préceptes et où, par exemple, un grand exemple chez lui, c'est qu'il ne va pas briefer les gens au service client pour que la conversation dure maximum 1 minute ou 2 minutes, comme tous les services clients, on peut le connaître. L'idée là-bas, c'est que la personne du service client va vraiment instaurer un dialogue avec la personne au bout du fil, le client au bout du fil. Et puis, si la discussion dure 20 minutes, elle durera 20 minutes, mais ce sera un client de garder sur le long terme, et ce ne sera pas un client qui râlera à propos de la qualité du service client. Donc tout ça va de pair. Vous avez vu certainement Richard Branson avec Virgin, qui a instauré les congés illimités chez Virgin, congés illimités qui a été repris aussi chez Netflix aux États-Unis. Donc l'idée c'est vous êtes salarié de cette entreprise, vous pouvez prendre autant de congés que vous voulez si vous êtes bien OK avec vos coworkers, justement vos collaborateurs, et si vous êtes OK sur les missions. Est-ce que vous êtes à jour de vos missions? Est-ce que vous pouvez aussi faire vos missions à distance, etc., etc. Donc c'est toute une nouvelle forme d'organisation du travail qui émerge. Et puis vous avez aussi peut-être vu passer cet ouvrage de Matthew Crawford, L'éloge du carburateur. Matthew Crawford, il travaillait dans un think tank à Washington.
Et puis, donc, il écrivait des rapports, etc. Et il était passionné de moto. Et puis, un jour, il a laissé tomber le think tank et il a ouvert un garage de réparation de motos. Et il dit qu'il s'est complètement épanoui en ouvrant le jour où il a ouvert ce garage de réparation de motos. Lui qui a fait 8 ans ou 10 ans d'études. Et il dit, il va même plus loin que ça. Il force le trait en disant que son travail aujourd'hui est encore plus intellectuel que ce qu'il faisait dans le think tank avant. Et donc ça, c'est aussi révélateur d'une certaine partie de la population de la génération Y et de la génération Z qui viennent sur le marché du travail aujourd'hui et qui considèrent de plus en plus qu'il n'y a pas de séparation entre les métiers intellectuels et les métiers manuels et qu'on peut tout à fait se réaliser dans n'importe quel métier et qu'il y a pas et qu'on peut aussi très bien passer de l'un à l'autre d'un métier intellectuel à un métier manuel et inversement, comme on disait tout à l'heure, passer d'indépendant également à salarié, etc. Et que toutes ces barrières sont en train de tomber sur le marché du travail, et notamment pour les générations qui viennent demain sur le marché du travail. Voilà, merci de m'avoir écouté, et c'est ce qu'on raconte un petit peu dans notre livre, entre autres choses.